Alexandre, merci aux organisateurs. Effectivement, je suis très très content d'être parmi vous aujourd'hui pour parler de ce concept de littératie, qui est un concept à la fois complexe et pas si complexe que ça. Il y a quelques années, j'avais un collègue qui m'avait dit que j'étais littératiologue ou quelque chose comme ça. Alors ça n'a rien à voir. C'est pas synergologue, mais bon, c'est pas très joli non plus, on a un petit peu le doute. Donc ma mission un peu aujourd'hui, c'est effectivement revenir sur ce que sont ces littératies, et plus précisément ce que sont ces littératies requises en tout cas pour répondre à ce qu'on a un peu qualifié pour l'instant de fausses informations ou de désinformation. Et puis la notion qui me tient peut-être le plus à cœur finalement sur ces questions-là, c'est celle d'évaluation de l'information, concept sur lequel je travaille depuis un grand nombre d'années avec plusieurs collègues et notamment avec un des spécialistes de la question qui est Alexandre Serre, qui a beaucoup travaillé sur cette question-là. J'en profite aussi pour signaler qu'Alexandre a produit beaucoup de ressources sur l'évaluation de l'information. Il a écrit un ouvrage qui s'appelle Dans le labyrinthe. En avril dernier, du côté de la Bretagne, du Refis de Rennes et des Pays de Bretagne et Pays de la Loire, il a mis en ligne une formation sur l'évaluation de l'information qui est extrêmement intéressante et à mon avis dans laquelle vous allez pouvoir puiser pas mal d'éléments intéressants et de réflexion. Vous retrouverez des choses qu'on a déjà commencé à aborder, mais c'est une bonne ressource à mon sens qu'il faut signaler. Effectivement, je suis un ancien professeur documentaliste qui a basculé du côté de la recherche, en partie parce que mes observations, en tout cas sur le terrain et parmi mes élèves, ont suscité le désir un petit peu de voir comment on pouvait mieux former les élèves aux questions de l'information, de la documentation. Et très vite, j'ai aussi expérimenté des questions un peu problématiques, de manière assez innovante, en tout cas pour l'époque. C'est-à-dire, je les ai fait travailler, moi, il y a une dizaine d'années, même 11 ans maintenant, sur des thématiques où il y avait a priori tout un tas de désinformations. Et j'avais, là aussi, il y a une dizaine d'années, commencé à réfléchir sur l'idée que le mythe du complot, qui était plutôt traité en psychologie et en histoire, pouvait être un objet en sciences de l'information et de la communication et évidemment en sciences de l'éducation, parce qu'il y avait des enjeux éducatifs qui allaient devenir extrêmement importants vu l'évolution du web, ce qui est aujourd'hui le cas. Alors, je ne pensais pas qu'on serait aussi vite à ce point à se poser des questions. Mais en tout cas, on y est. Peut-être le défaut à l'heure actuelle, c'est qu'on est un peu dans la réaction, c'est-à-dire on arrive après coup, alors qu'il y a une dizaine d'années, je pensais qu'on pouvait très largement anticiper le phénomène et mettre les moyens à disposition, ce qu'on n'a malheureusement pas su faire, malgré des alliances terrain-recherche et des tentatives en tout cas de démontrer l'importance de ces formations à nos politiques et aux diverses administrations, mais sans réussir à développer réellement les moyens afférents. Alors, retour d'Umberto Eco que vous avez eu hier, qui était un petit peu critiqué par Marcello, effectivement, avec cette citation qui était hier pas la meilleure d'Umberto Eco, sur la citation avec les imbéciles. Même si je demandais à Marcello s'il se souvenait du terme italien réellement, parce qu'imbécile, en fait, étymologiquement, ça veut dire celui qui n'est pas capable de marcher sans bâton. Et quelque part, si vous voulez retenir quelque chose de la citation d'hier, c'était ça, c'est qu'effectivement, l'imbécile, c'est celui à qui on n'a pas donné les moyens techniques et intellectuels pour avancer finalement et pour comprendre le monde dans lequel on est. Une autre citation finalement plus intéressante, qui est souvent citée aussi par mon collègue Alexandre Serre, c'est celle-là. C'est effectivement une évolution, en tout cas majeure pour lui au niveau de l'éducation. C'est que l'enjeu principal, c'est la question de l'évaluation de l'information, qu'il ici appelle effectivement l'art du filtrage. Et on voit bien que cette vision, en tout cas qui développait en 2010 dans un entretien, se révèle totalement aujourd'hui exacte, voire totalement banale. Mais si on reprend toute l'œuvre d'Umberto Eco, on comprend en fait que cette question de l'art du filtrage commence historiquement pas mal d'années auparavant. Alors pourquoi Umberto Eco aussi? C'est parce que, à mon avis, il a déjà traité cette question-là dans plusieurs de ses ouvrages, notamment dans plusieurs de ses romans, et dans un ouvrage qui est pour moi extrêmement clé, qui s'appelle Le pendule de Foucault, qui a été clé pour moi parce que ça a été l'ouvrage qui m'a permis de m'intéresser à toutes ces questions conspirationnistes très très jeunes.
Et en même temps, dans cet ouvrage, en fait, il traite déjà de la question des délires conspirationnistes et il met en avant des méthodes de recherche d'information, voire de délire informationnel, qui expliquent un peu les comportements problématiques avec l'information qui devient éparpillée. Alors, le cadre du pendule de Foucault n'est pas celui du web, mais on s'aperçoit que dans les descriptions qu'il fait, on retrouve des choses qui sont assez proches de ce qui se produit dans les comportements aujourd'hui sur les espaces en ligne. Donc voilà, on va dire Umberto Eco un peu va m'accompagner lors de cette présentation, et notamment lors de la seconde partie, parce que en fait c'est toujours un roman que j'utilise assez souvent pour extraire certaines citations et certains points qui montrent les comportements des acteurs et des protagonistes du pendule de Foucault, parce que les protagonistes du pendule de Foucault, en fait, ce sont un groupe d'amis, plutôt des intellectuels italiens, des milieux proches de l'édition, qui inventent un complot mondial qui se déroule sur des siècles et qui, à la fin, finissent par croire à leur histoire, et en tout cas finissent par convaincre d'autres personnes extérieures que le complot qu'ils ont inventé a réellement existé. Et ce qui fait qu'ils se trouvent pris à leur propre piège. Et effectivement, il y a un problème qui se produit effectivement avec la question de la réalité des faits, de la véracité. Et cette question-là aussi est abordée dans le dernier roman d'Umberto Eco, qui se déroule plutôt dans le milieu du journalisme, mais avec une fin qui, pour le coup, est assez pessimiste. Alors, sur la question finalement des filtrages, Alexandre Serre en distinguait 3 principaux sur lesquels il nous faudrait travailler. Le filtrage technique, le filtrage éducatif et le filtrage social. Le filtrage technique, c'est en quelque sorte tous les dispositifs qui permettraient de détecter, voire de bloquer les systèmes de désinformation ou de mauvaise information. Alors on a un petit peu abordé ce matin avec la question de Facebook, c'est-à-dire effectivement, est-ce qu'on donne à Facebook un pouvoir de médiation qui est de dire on en est telle ressource est jugée néfaste, on la bloque. Ça pourrait être un cadre de filtrage technique. Est-ce que le filtrage technique peut être ensuite porté par des autorités compétentes qui bloqueraient éventuellement certains sites ou les sanctionneraient? Il y a ces possibilités-là. Il y a évidemment le filtrage éducatif, qui est plutôt le filtrage que je recommande, même si, honnêtement, je pense qu'il n'est pas suffisant aujourd'hui. Aujourd'hui, ce n'est pas parce que vous allez former massivement des gens à l'évaluation de l'information que vous allez éviter la désinformation. Donc, le filtrage éducatif est à mon avis essentiel, mais pas, il ne peut pas être la seule solution. Autre piste, le filtrage social, et on voit que souvent le filtrage social il est mêlé un petit peu avec la question technique. On évoquait Facebook ce matin et on évoquait peut-être est-ce qu'on peut faire participer les usagers à ces dispositifs de filtrage. Donc, tous les dispositifs de signalement, mais on voit bien effectivement les dispositifs de signalement peuvent être eux-mêmes contournés. C'est un grand classique des médias sociaux. Dès que vous n'êtes pas d'accord avec une personne, vous abusez du signalement et même vous organisez pour signaler des contenus avec lesquels vous n'êtes pas d'accord. Ce qui produit des effets, ce qui continue de produire des effets sur Twitter, parce que certaines personnes se plaignent assez régulièrement sur Twitter finalement de constater que leurs tweets ne sont pas forcément affichés à des personnes qui sont pourtant abonnées, parce qu'il y a des effets de filtrage qui jouent. Donc le filtrage social, on voit bien que ça peut être une solution en apparence, mais s'il n'y a pas derrière une espèce de hiérarchie ou de médiation travaillée, on voit bien que ça peut être assez facilement contourné, et que s'il faut envisager des filtrages de type social, les modèles pourraient être des modèles plutôt mixtes, type méritocratique, type Wikipédia, qui n'est pas non plus sans reproche sur ces aspects-là, mais c'est plutôt ces pistes-là. Et puis finalement, Alexandre, à mon sens, a oublié un 4e filtrage, mais qui est assez lié quelque part à ces 3-là, c'est ce filtrage législatif. Effectivement, est-ce qu'il faut légiférer sur les fake news ou les systèmes de désinformation? Alors Alexandre nous en a montré très très vite hier les limites. Alors ce qui étonne certains de mes collègues parfois, c'est que je suis plutôt pour en fait une régulation législative. Pourquoi? C'est parce que historiquement, en tout cas, sur la question de l'information, en tout cas sur l'information literacy, il y a 3 grosses tendances qui sont des tendances plutôt économiques, plutôt bibliothéconomiques, et une 3e qui est citoyenne. Et sur la citoyenne,
un des arguments de la formation à l'information, c'est qu'il faut que le citoyen ait à sa disposition toute l'information nécessaire pour qu'il puisse faire son choix électoral en toute conscience. Et à mon avis, là, effectivement, le seul filtrage éducatif ne suffit pas. Et évidemment, un filtrage législatif ne peut pas se dérouler, on va dire, en temps permanent. Et moi, je suis plutôt favorable à un filtrage ponctuel sur des périodes électorales. En partie aussi parce que, pour l'avoir vécu, en tout cas sur le territoire français, j'ai passé mon temps, en tout cas l'année dernière, à débusquer les innombrables désinformations qui circulaient sur tous les réseaux sociaux, jusqu'à pratiquement un certain épuisement. Alors, sans mesurer véritablement ce que ça produisait comme effet politique, mais en tout cas j'en ai vu tellement qu'à un moment donné, on s'est dit effectivement il faut qu'il y ait quelque chose qui empêche en tout cas cette logique de désinformation, sachant qu'aujourd'hui on est passé sur un modèle, à mon sens, qui est quasiment de l'industrialisation de la désinformation, avec des stratégies qui sont très très au point, qui fonctionnent relativement bien. Et s'il n'y a pas un minimum de sanctions, au moins sur certaines périodes, on sera, à mon sens, complètement dépassé par ça. Reste à savoir, effectivement, la nature législative, c'est-à-dire la question de la définition. Aujourd'hui, c'est plutôt les députés qui ont défini c'était quoi une fausse information, sans consulter le moindre du monde les spécialistes du domaine. Et derrière, quelles sont les autorités compétentes et comment fonctionne le système de repérage de la désinformation. Alors, on repose la question derrière technique et sociale qui est associée. Mais à mon sens, en tout cas, on ne pourra pas éviter un système législatif renforcé sur ces questions-là. Alors, je vais développer cette question des littératies. Expression au départ anglo-saxonne. La manière de l'écrire, moi je l'ai reprise telle quelle des traductions québécoises. Parce que quand j'ai commencé à travailler sur le terme de littératie, les principaux travaux, c'était soit chez les anglo-saxons, soit au Canada, et particulièrement au Québec, où il y avait véritablement les premiers travaux sur la littératie. En France, on employait très très peu l'expression, même si aujourd'hui, assez paradoxalement, elle est devenue à la mode, ce qui n'était pas encore le cas il y a une dizaine d'années. J'ai tendance à réutiliser beaucoup cette diapositive sur c'est quoi la littératie, tout simplement, avec 3 pôles qui s'articulent. Un premier sens un peu historique et extrêmement basique, et qui revient un peu sur l'étymologie, qui est le mot lettre, en fait, c'est la capacité à lire, à écrire, dans un premier sens qui est plutôt celui d'alphabétisation. Mais on voit qu'au fil du temps, effectivement, le niveau d'exigence de base, on ne peut pas se contenter d'une simple alphabétisation, même s'il reste toujours des difficultés à ce stade-là. Le deuxième sens de littératie, qui s'est beaucoup développé au XXe siècle, ce qui est démontré notamment par des travaux d'Hervé Graff, c'est qu'il y a un sens d'habileté et de compétence. Et ce qui explique pourquoi ce socle d'habileté et de compétence est souvent décliné dans des domaines particuliers. On peut avoir de la mathematical literacy, geographical literacy, donc de la littératie mathématique, financière, on a plein de littératies. Et on a une espèce d'expansion des littératies qui ne cesse d'avoir lieu depuis le XXe siècle. Avec une petite difficulté ici, qui est que le terme littératie, lorsqu'il désigne le terme de compétence, ne signifie pas toujours exactement la même chose d'un texte à l'autre, d'un praticien à l'autre ou d'un chercheur à l'autre. Pourquoi ? Parce que la notion de compétence reste problématique. Dans beaucoup de cas, moi qui ai plutôt travaillé sur les littératies informationnelles, la compétence est souvent vue comme une compétence procédurale. Mon positionnement, c'est plutôt que la compétence mêle à la fois savoir et savoir-faire. Donc, il y a un mix entre compétence procédurale et mobilisation de savoir. Puis le troisième élément, c'est qu'effectivement, la littératie est toujours associée à des actions de formation, d'éducation, et ça renvoie à la question institutionnelle, ça renvoie à la question des moyens, ça renvoie à la question des acteurs, ça renvoie à la question des manières de faire, et à la question de l'évaluation des littératies. Et dès qu'on évalue les littératies, en fait, c'est ce que dit Hervé Graff, on est toujours en crise de la littératie, parce que les évaluations, au fil du temps, elles sont généralement mauvaises, décevantes,
Ça porte très souvent sur les jeunes publics d'ailleurs, et on se dit il faut faire quelque chose pour relever le niveau. Et on est toujours un peu dans une situation assez régulière de crise et de déception en termes de niveau. Et ça vaut pour tous les types de littératie, littératie numérique, littératie informationnelle et même les littératies en matière de santé. Chaque fois, on s'aperçoit que ça pose en tout cas un souci en compétences, et derrière on imagine que les compétences aussi ont des conséquences et que ça peut avoir certains risques. Alors du coup, j'ai déjà effectivement réglé cette question de la littératie et de la compétence. De mon point de vue, en tout cas, la puissance du concept de littératie associe compétences procédurales et compétences en tant que mobilisation de savoir et savoir-faire. Autre aspect sur le concept de littératie, parfois on entend le terme de numératie. Alors, est-ce qu'il faut vraiment distinguer les deux ou pas? Beaucoup de débats là-dessus. En tout cas, le mot littératie renvoie étymologiquement à la lettre. Reste à savoir ce qu'on entend véritablement derrière par lettre, mais ça renvoie plutôt à la question du lettré. Si ce n'est aujourd'hui qu'il faudrait se poser la question, c'est quoi un lettré? On voit bien qu'un lettré au XVIIIe siècle et un lettré à notre époque, ça ne désigne pas exactement la même chose. Ça dépend si on veut désigner quelqu'un, un lettré au niveau plutôt élitiste, ou si on considère qu'un lettré, ça doit être celui qui sait lire et écrire, sous-entendu, lire et écrire dans les nouveaux environnements qui sont les nôtres à notre époque. Selon moi, en tout cas, une des pistes intéressantes de la littératie, c'est de l'associer à un concept de texte, mais tel qu'il est défini par Yves Jeanneret. Et on voit que le concept de texte chez Yves Jeanneret, c'est ce qui nécessite une lecture et ce qui nécessite une analyse. Ce qui fait que, et texte, finalement, vidéo, image, tout élément qui mérite une analyse quelque peu documentaire. Voilà. Il définit ça comme un objet technosémiotique, mais ce qui nous intéresse, c'est plutôt que finalement, tous les éléments qu'on rencontre dans notre quotidien mériteraient une lecture en tant qu'analyse. C'est plutôt ce sens-là, moi, qui m'intéresse effectivement sur la littératie. Alors, je vais plutôt m'attarder sur certains types de littératie que j'ai davantage étudiés, et notamment les littératies informationnelles, information literacy, qui existe depuis les années 70, qui est un terme qui a été forgé initialement par les secteurs des industries informationnelles aux États-Unis, c'est-à-dire que c'est pas un concept qui vient de la sphère éducative, qui vient directement des bibliothèques, hein, c'est plutôt un concept américain dans un contexte qui est celui des industries de l'information, et l'objectif initialement en 1974, c'est, en tout cas l'appel qui est fait par Paul Zurzkowski, c'est de dire on a besoin de personnes qui maîtrisent l'information, parce que l'information est en train de devenir la matière première de nos systèmes économiques. Voilà alors à peu près le premier positionnement de l'information literacy. Cette question-là va plutôt être emparée ensuite par les bibliothèques et les acteurs des bibliothèques dans les années 80, ce qui va aboutir à une définition la plus connue d'information literacy, qui va être produite par l'American Library Association en 1989 dans un contexte très états-unien, ce qui est à mon sens très souvent oublié, et avec cette définition qui est assez pratique et qui a un petit défaut, c'est qu'il y a une linéarité évidente, et c'est cette définition qu'on va retrouver un peu partout dans le monde et qu'on retrouve encore. La traduction française avait été faite par Paulette Bernard, que je salue parce que ça a été une personne en tout cas qui ici a beaucoup travaillé sur cette question des compétences informationnelles, de la culture de l'information, et qui a été pionnière. Et je m'inscris véritablement dans sa perspective. Donc ça, c'est les premiers travaux, en tout cas de l'information literacy, qui vont se poser la question de c'est quoi l'information, comment rechercher l'information, comment analyser l'information et comment l'évaluer. Première des littératies, et ça reste évidemment un des champs encore aujourd'hui essentiels sur la question de l'évaluation de l'information et sur la question de la détection des fausses informations. Sur l'information literacy, la tension aujourd'hui, c'est qu'initialement, on a d'abord traduit par maîtrise de l'information en français. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, maîtriser l'information, en tout cas telle qu'on l'a concevue à l'époque, n'a plus de sens. C'est totalement impossible de prétendre qu'on maîtrise l'information. Mais le concept et sa traduction ont été produites à des époques où, effectivement, comme le montrait Marcello hier,
où on avait des espaces contrôlés et qu'on avait à peu près cernés. Ce qui n'est évidemment plus du tout le cas, ce qui explique pourquoi parfois on traduit Information Literacy soit par littératie informationnelle, parfois par compétence informationnelle, mais reste à savoir ce qu'on entend par compétence. Et le terme que j'ai plutôt proposé de développer avec pas mal de collègues français, c'est celui de culture de l'information, qui me paraît un peu plus intéressant. Cette culture de l'information met en avant en tout cas plusieurs questions qui sont liées à plusieurs types d'accessibilité. Et on voit bien que la question de l'accessibilité, elle est autant technique qu'intellectuelle, qu'elle est assez souvent mixée entre les deux. Et qui dit accessibilité dit aussi intelligibilité. On avait un peu évoqué ce concept hier. Et ce que dit Bruno Bachimon, par exemple, c'est qu'aujourd'hui, il y a souvent un enjeu, en tout cas informationnel, qui est la double intelligibilité, c'est-à-dire une intelligibilité de manière à comprendre le dispositif technique et une intelligibilité intellectuelle pour comprendre et analyser le contenu. Et on voit bien que derrière, là, le côté Information Literacy, là où on était plutôt sur des compétences initialement plutôt de type informationnel, on rentre de plus en plus sur des compétences aussi de type communicationnel. Ça, c'est l'effet web, c'est l'effet Web 2 aujourd'hui finalement. On forme autant à rechercher l'information, à l'évaluer, qu'à savoir en produire soi-même et maîtriser un peu les mécanismes qu'il y a derrière. Ce qui explique que si on analyse en tout cas les référentiels de compétences sur ces domaines-là, on a une expansion des compétences repérées, une extension aussi de toutes les notions qui deviennent clés, ce qui n'était pas le cas dans les années 80-90, ce qui explique pourquoi aujourd'hui on considère qu'il faut des compétences informationnelles et communicationnelles, mais parfois cognitives, créatives, et effectivement des compétences éthiques, parce que la question derrière de la réutilisation des informations, la question du plagiat sont devenues absolument essentielles depuis une bonne dizaine d'années dans nos formations. Sur la question des littératies, expansion avec les nouvelles technologies. Là, je vous fais un brief très très rapide, mais depuis le développement du web, vous avez eu plein d'expressions qui emploient le mot littératie, qui ont tendance parfois à réinventer la roue de ce qui a déjà été fait en Information Literacy, mais voilà, vous avez pas mal de nouvelles littératies qui apparaissent assez régulièrement du fait des nouvelles technologies. On a eu une dizaine d'années, par exemple, une littératie qui était tag literacy, c'est-à-dire la littératie du bon usage des tags sur les sites web et sur les réseaux sociaux, par exemple. Mais qui était en fait une reprise de logique qu'on retrouvait déjà sur l'Information Literacy ou sur des compétences informationnelles, notamment des documentalistes et des bibliothécaires. Et puis on a eu des bit literacy ou des choses comme ça. Évidemment, l'exemple le plus marquant, c'est la culture digitale, ou la digital literacy, qui normalement se distingue des seules compétences informatiques. Dans digital literacy, il y a des compétences informatiques, mais il n'y a pas que ça. On voit bien que... Et ce qui fait que le spectre de la digital literacy recoupe parfois un spectre des littératies informationnelles. On a des proximités assez fortes. Du côté de la digital literacy, on s'est beaucoup penché au départ, en tout cas, sur des fractures. Les premières fractures qu'on a étudiées, c'était plutôt des fractures d'accessibilité matérielle. Puis on s'est aperçu qu'il n'y avait pas que des problèmes d'accès matériel, il y avait des problèmes d'accès intellectuel. Puis aujourd'hui, on est plutôt sur des fractures de deuxième, troisième ou quatrième ordre, parce qu'on s'aperçoit qu'effectivement, il reste parfois des problèmes matériels, il reste encore des problèmes intellectuels, mais c'est finalement plus compliqué que ça, parce que on peut avoir des fractures à l'intérieur d'usage de réseaux sociaux, par exemple. D'une personne à l'autre, il y a utilisation des réseaux sociaux, mais de manière totalement différente. C'est pas un usager qui va utiliser Facebook, va peut-être l'utiliser de manière avancée par rapport à quelqu'un qui va l'utiliser de manière totalement passive. Donc on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de fractures à l'intérieur même des pratiques ou usages qu'on commence à distinguer. Et donc on est plutôt sur des effets un peu d'analyse de ce que font réellement les publics avec les outils numériques.
Alors le terme de digital literacy a été beaucoup employé depuis une dizaine d'années. Et effectivement, du côté de la digital literacy, tendance presque à englober les compétences informationnelles. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des référentiels qui sont un peu mixtes entre compétences numériques et compétences informationnelles. Et c'est plutôt les compétences numériques qui ont tendance en tout cas à être mises en avant. Et si on regarde bien à l'intérieur parfois, il reste toujours une tension, une confusion entre des compétences informatiques et des compétences qui sont plutôt d'ordre pratique. Ce qui aboutit à une insatisfaction quasiment totale de tout le monde, puisqu'à la fin on considère que les compétences informationnelles sont un peu négligées. Les informaticiens nous disent oui, mais en fait on ne forme pas assez aux compétences informatiques, on forme plutôt à l'usage de l'informatique, et c'est clairement insuffisant. Et c'est un peu la conclusion dans laquelle on se retrouve dans de nombreux pays, c'est-à-dire qu'on a mis en place des formations qui ne sont pas vraiment des formations, et on a mis en place des référentiels ou des évaluations qui finalement sont assez décevantes, tant du point de vue des compétences informatiques que du point de vue des compétences informationnelles. Pour citer l'exemple français, on avait développé un système qui s'appelle brevet informatique et Internet, et qui à la fin finalement s'est révélé, à mon sens, une erreur totale et un échec total, même si c'est ce modèle qui a été décliné à l'ensemble dorénavant des disciplines en France. Troisième pôle, en tout cas, de littératie qui s'intéresse à cette question d'évaluation de l'information, c'est la media literacy. Donc, on traduit parfois par éducation aux médias. Information literacy, media literacy, c'est quand même deux histoires au départ quelque peu différentes. Même si, au fur et à mesure, on va trouver des acteurs qui sont un peu mixtes. Mais si on regarde les définitions, on va retrouver finalement dans la définition de la media literacy des choses qui sont assez proches de la définition de l'information literacy, ce qui fait qu'on a été pendant un certain temps sur une querelle, c'est de savoir qu'est-ce qui est le plus important, l'information ou le média. C'était un peu le contenu et le contenant. Et quand on était vraiment dedans, on savait que la question n'était pas essentielle, qu'on ne pouvait absolument pas donner une priorité spécifiquement au contenu par rapport au contenant et vice-versa. Et qu'il fallait effectivement prendre les deux en compte. Et de plus en plus, avec le web, on s'apercevait qu'on ne savait plus exactement c'était quoi un média, c'est quoi un médium, qu'on avait des nouveaux objets type Google dont on ne savait pas exactement comment les qualifier. Et finalement, tous les travaux entre information literacy, media literacy, digital literacy, on a commencé à se demander si on ne pouvait pas plutôt travailler ensemble. Autre point sur cette question, c'est la dernière peut-être littératie qui est souvent oubliée. Mais en tout cas, les études convergent depuis 6-7 ans sur cette question-là. C'est qu'on s'était aperçu qu'on ne pouvait pas former à l'évaluation de l'information, à toutes les questions informationnelles et communicationnelles, si on ne travaillait pas sur la question de l'attention. Ça, c'est un constat qui a été fait en France, en Grande-Bretagne, chez les Américains. Et un des pionniers, en tout cas, du web et des communautés virtuelles, Howard Rheingold, avait carrément dit, voilà, la question essentielle, c'est ça, c'est attention literacy, la littératie de l'attention. Si on ne travaille pas sur cette question-là, on sera totalement incapable, derrière, de former à la question de l'évaluation de l'information, parce que l'évaluation de l'information réclame des capacités attentionnelles, et ces capacités attentionnelles, ce sont des capacités d'analyse et d'étude. Ce qui fait que c'est probablement la littératie un peu socle et de base, mais qu'on a tendance assez régulièrement à négliger. Or, cette question attentionnelle, vous le savez, c'est une question éminemment importante du point de vue éducatif, mais qui est concurrencée parce que notre capacité d'attention, elle est sollicitée dans le quotidien par les industries informationnelles et médiatiques qui ont besoin de notre attention pour fonctionner. Et donc on est en concurrence avec eux, et en même temps on a besoin de cette attention pour former notamment les jeunes générations, mais sur ce qu'on appelle la crise de l'attention, vous-même, à titre personnel, vous avez certainement pu mesurer que vos capacités d'attention à se concentrer durablement sur un document, c'est pas quelque chose d'aisé, et c'est quelque chose de parfois extrêmement difficile à faire, parce que dès qu'on est branché sur un environnement sur lequel on est sollicité en permanence, on a plutôt tendance à privilégier des actions superficielles plutôt que des actions profondes. Ce qui est mesuré sur le jeune public, mais à mon avis qui concerne tout un tas d'autres générations, et ce qui a été un peu décrit
notamment par Nicolas Carr, dans un de ses ouvrages, qui a été traduit en français par Internet rend-il bête, mais qui montre bien qu'on a une diminution de nos capacités d'attention. Donc du coup, on a un phénomène de convergence médiatique ou numérique qui est décrit notamment par Erin Jenkins, c'est-à-dire que plus ça va, plus nos actions ont un prolongement ou s'effectuent dans le cadre d'outils et d'objets numériques. Et c'est ce que disait aussi Marc Eloyen, elle se disait, est-ce que cet espace échappe au numérique? La réponse est non. Clairement, plus ça va, plus on a une traçabilité, en tout cas maximale, avec une pression qui peut être tantôt institutionnelle, ou plus ça va, plus on veut documenter la moindre de nos actions, et puis des stratégies qui sont celles des grands groupes qui tracent un peu la moindre de nos actions. Donc on a une sorte de convergence aussi qui s'observe chez Henry Jenkins sur les grands acteurs de produits, on va dire médiatiques ou industriels qui convergent vers le numérique. Du coup, ce constat de convergence obligeait à se poser la question d'une convergence des littératies. Est-ce qu'on travaille ensemble pour répondre en tout cas à ces nouveaux impératifs? Est-ce qu'on converge aussi parce que finalement, quand on va commencer à étudier les objets, est-ce que Google c'est de l'information? Est-ce que c'est du média? On voit bien que la question est complexe, mais néanmoins il faut s'emparer de ces médiateurs type Google et compagnie. Il faut former à ces questions-là. Et quand je dis former, c'est pas seulement former au bon usage de Google. C'est-à-dire ce qui s'est beaucoup fait, très souvent, en gros, choix des mots-clés, réalisation d'une requête et éventuellement analyse de l'information. On s'aperçoit aujourd'hui que ça ne suffit pas. Il faut absolument former et comprendre pourquoi Google classe plutôt les résultats qu'un autre et quels sont les présupposés scientifiques derrière, et puis quelles sont les stratégies économiques, c'est-à-dire en clair pourquoi Google gagne de l'argent. Statistiquement aujourd'hui, dès que vous faites des tests, à peu près 90 à 95% des personnes qui utilisent Google massivement ne savent pas comment sont classés et comment s'opère en tout cas les classements des résultats, et le modèle économique, je pense qu'il n'a pas toujours été très, très clairement compris, et c'est pas toujours très clairement compris, y compris par les professionnels de l'information eux-mêmes, bibliothécaires compris, ce qui à mon sens est problématique. Mais on voit bien que l'enjeu il est là, en tout cas, sur cette convergence des littératies, c'est qu'on a des objets qui sont nouveaux, qui se transforment, on a du mal à savoir ce qu'ils sont réellement, et il faut trouver des moyens de s'en emparer pour former à ces questions-là. Alors rapidement, un peu d'autopromotion, mais le but c'était ça, c'est de se dire qu'on a une convergence autour du numérique avec de nouveaux outils, et qu'il faut s'en emparer pour former à ces questions. Donc j'avais cité en 2009 moteurs de recherche, les blogs, les wikis, les forums, les réseaux sociaux, enfin toutes les formes finalement informationnelles que rencontre le public, et notamment les jeunes générations. Ce qui fait qu'aujourd'hui d'ailleurs, il y a même une bascule sur les premières relations documentaires. Là où auparavant, les jeunes générations finalement rentraient dans la recherche documentaire en recherchant de l'information. Aujourd'hui, c'est pas forcément ce premier élément-là qui va se développer, c'est plutôt le fait qu'ils vont très rapidement eux-mêmes produire de l'information, notamment en publiant une photo sur certains réseaux sociaux. Il y a une bascule, c'est-à-dire que la première compétence, en tout cas documentaire, la plupart du temps qui va commencer à se développer, c'est le fait de mettre en ligne ses propres informations, alors qu'il y a 20 ans, la première compétence documentaire, c'était de rechercher de l'information. Donc on s'aperçoit que là, il y a une bascule assez forte, ce qui explique pourquoi je vous parlais au départ de compétences autant informationnelles que communicationnelles, ce qui est le nouvel enjeu depuis une bonne dizaine d'années. Plusieurs pistes ont été évoquées sur cette question de la convergence. Une des premières, qui est celle du concept de translittératie, qui est un concept qui vient des Américains, qui vient d'Alan Liu, qui a plutôt étudié au départ qu'est-ce que ça signifiait de numériser des textes et qu'est-ce que ça signifiait lorsqu'on les avait numérisés pour les étudier. Ce que ça s'appelait le Transliteracy Project. Puis les Britanniques ont repris le concept en disant mais est-ce qu'il n'y a pas moyen de produire une sorte de métalittératie qui regroupe finalement toutes les littératies
Et vous voyez que la définition, elle est assez proche d'information literacy ou de media literacy, mais on essaye de prendre en compte tous les supports. Dans cette logique des supports, c'est pas d'opérer une rupture entre anciens médias et nouveaux médias, et entre ancienne génération et nouvelle génération. C'était aussi une tentative de répondre à la fameuse vision des digital natives qui divisait le monde entre les jeunes natifs du numérique et les autres qui étaient plutôt les vieux cons. Donc là, c'était à la fois pour se dire il y a moyen de créer du transgénérationnel et en même temps une réponse pas inintéressante parce que qui permettait de sortir d'une forme d'angoisse. On s'aperçoit qu'effectivement, on a une extension des compétences, il y a de plus en plus d'objets à étudier, et on se pose la question, mais est-ce qu'on va avoir le temps de former à ces questions-là? Et l'idée de la translittératie, c'est de se dire, finalement, il y a des compétences qu'on a développées dans un cadre, mais qu'on va pouvoir remobiliser dans un autre, sans nécessairement repartir à zéro à chaque fois, et qu'il y a peut-être moyen de créer des liens entre tout ça. C'était plutôt l'idée, en tout cas, britannique. Les collègues britanniques n'ont pas trop travaillé, en fait, sur les conditions d'apprentissage derrière. Ce qui était assez drôle à l'époque, c'est que les Britanniques qui avaient produit ce concept de translittératie ne travaillaient pas du tout avec les acteurs britanniques de l'information literacy. Côté français, on s'est réemparé de la notion et on a tenté d'en faire quelque chose, mais on a eu un petit peu de mal. Parce que le terme translittératie, bon, il est un peu barbare et c'est difficile à faire comprendre. Même si l'intérêt, à mon avis, il était dans le trans. Et finalement, ça renvoyait assez bien aux propos d'Alexandre Serre de 2006 ou 2007, je ne me souviens plus, qui finalement plaidait déjà depuis un petit bout de temps pour un rassemblement de différentes cultures, numériques, informatiques, médiatiques, savoir si on pouvait en tout cas réunir nos forces, sans forcément que ça devienne un mélange des gens, mais si on ne pouvait pas développer une nouvelle culture à mi-chemin entre l'informatique et l'informationnel, et puis avec un triptyque extrêmement intéressant et puis qui prend davantage sens finalement aujourd'hui. Vous pouvez se dire pourquoi résister en 2006, mais réaliser, ce qui montre bien qu'on est sur une approche à la fois informationnelle et communicationnelle, réfléchir, le côté attention literacy, capacité d'étude, et puis résistance, parce qu'effectivement on s'aperçoit qu'il y a des mécanismes de nouveaux pouvoirs, en tout cas de médiation qui se mettent en place. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire, en 2018, on comprend probablement un petit peu mieux le sens du triptyque des 3 R d'Alexandre. Alors le choix qui a été fait, c'est pas celui du concept de translittératie, c'est plutôt le choix de la Media Information Literacy. De manière assez pragmatique à l'UNESCO, c'est-à-dire on s'est dit, on a depuis un bon bout de temps, en tout cas au sein de l'UNESCO, des travaux en Media Literacy, en Information Literacy, on a des acteurs identifiés. On ne va pas réinventer la roue, on va simplement essayer de les faire travailler davantage ensemble et on va créer une expression Media Information Literacy qui va marquer la fusion et qui va être aussi un instrument plus facile à faire comprendre aux décideurs et aux acteurs de terrain que le concept de translittératie. La définition, vous la voyez, elle est une sorte de mixte un peu, hein, c'est accéder, évaluer, mais le mot évaluation quand même remonte un peu plus. Et de comprendre et d'utiliser les médias, etc., dans un contexte différent. Donc on est assez proche de la translittératie, mais de manière un peu plus souple et qui réunit finalement les deux anciennes pistes. Le souci, c'est qu'en français, on a traduit Media Information Literacy, pas nécessairement par littératie informationnelle ou médiatique, mais plutôt par éducation aux médias et à l'information. Ce qui fait qu'en français, c'est le côté média repasse devant, et si vous interrogez le politique à l'heure actuelle, ils ne comprennent pas le mot information en fait. Le mot information, généralement, il y a 4 sens, c'est information plutôt knowledge, c'est-à-dire tout ce qui va être documentation, bibliothèque, savoir, information plutôt news, qui est plutôt de l'information journalistique, information data, qui est plutôt de l'information donnée type informatique, et une information qui serait peut-être de type social, c'est-à-dire des choses qu'on s'échange de manière un peu fatigue, notamment sur les réseaux sociaux. Mais ce qui va davantage intéresser aujourd'hui les politiques et les décideurs, c'est qu'ils associent étroitement le mot information dans un usage très restreint, qui est celui de news, voire de désinformation sur les sites web, voire radicalisation. Ce qui fait qu'au lieu d'avoir un élargissement d'éducation aux médias et à l'information,
on a plutôt parfois tendance à avoir un appauvrissement chez le politique, qui a du mal à comprendre ce que ça signifie. Chez les acteurs de terrain, c'est en fait quand on s'aperçoit qu'est-ce qui est estampillé séance de formation, Media Information Literacy, c'est très souvent malgré tout de l'Information Literacy. Mais il y a une espèce de décalage assez fort entre le politique et le terrain, et la tension est évidemment d'autant plus grande que vous doutez bien que la question des désinformations, la question de la radicalisation, du terrorisme, vient jouer un rôle prépondérant là-dessus, et ce qui explique pourquoi, plusieurs lieux, on a du mal effectivement à mettre réellement les moyens en place pour savoir quels vont être les acteurs qui vont être sur le terrain pour former notamment les jeunes générations à ces questions-là. Et pour vous citer l'exemple français, à mon avis, on patine depuis 3-4 mois. On a été interrogé, en tout cas à l'Assemblée nationale française, avec le collectif des professeurs documentalistes, pour dire qu'on était prêt à véritablement s'emparer de cette question de l'information, que ça fait des années qu'on travaille dessus, qu'on a avancé la didactique de l'information et des médias sur ces questions-là, qu'on ne veut pas nécessairement aborder la question du complot de manière brutale, mais qu'on parle plutôt d'évaluation de l'information. Néanmoins, ça avance pas spécifiquement plus que ça, on ne voit pas grand-chose sur le terrain. Le ministère de la Culture commence à s'emparer de la question en France. En général, quand le ministère de la Culture s'empare d'un truc, on est 3/4 du temps mal engagé. Et qu'est-ce qui était encore auditionné à l'Assemblée nationale hier sur l'éducation aux médias et à l'information? Google. Parce que Google dit, mais nous, on fait de l'éducation aux médias et à l'information. Plus vous avez de gens qui s'intéressent à cette question-là, plus tout le monde est d'accord pour dire, ah oui, il faut former à l'éducation aux médias et à l'information, c'est super important. C'est un grand classique dans nos professions. Plus c'est important, plus le politique dit que c'est important, plus tout le monde se sent concerné, et moins on confie de responsabilités précises sur le terrain. Et en fait, on ne fait pas grand-chose. Et à mon sens, c'est un problème, pas seulement français, mais qu'on retrouve un peu partout dans le monde. Alors, ce qui fait que je vais aborder cette deuxième partie, qui est plutôt la partie un peu plus liée à la question de l'évaluation de l'information et aux questions conspirationnistes. Et sur la question un peu des réseaux sociaux. C'est là où on trouve beaucoup de viralité sur la désinformation. Et il y a quelques années, on m'avait demandé, mais est-ce qu'il faut former aux réseaux sociaux? Et j'avais répondu que l'enjeu, c'était peut-être pas de parler de réseaux sociaux, parce qu'on ne sait pas, effectivement, dans 5-10 ans, s'il n'y aura pas d'autres expressions qui vont arriver, d'autres outils, mais qu'il fallait plutôt former aux écritures de soi. Pourquoi? Parce que le terme d'écriture de soi, tel qu'il est défini par Foucault, nous place dans une perspective longue. Généralement, c'est de se dire qu'on est en train de produire des écritures qui vont avoir des actions de conservation à plus ou moins long terme, qu'il faudra se poser peut-être la question à un moment donné de sa conservation personnelle, voire de sa transmission à nos descendants, que va peut-être aussi se poser la question derrière de savoir si on n'est pas en train de construire en fait sa propre image au fur et à mesure des années. Et puis ce qui m'intéressait beaucoup, en tout cas chez Michel Foucault, c'est que cette écriture de soi s'oppose à la stultitia. Et la stultitia, c'est effectivement l'imbécile en latin. Bon, on retrouve l'imbécile d'Umberto Eco. Mais c'est l'agitation de l'esprit. Et effectivement, le contraire de l'agitation de l'esprit, c'est la capacité attentionnelle, et en grec, c'est la skolé. Et la skolé, c'est la capacité à suspendre son jugement, à prendre le temps de la réflexion, et ça donnait le mot école. Ce qui explique pourquoi, dès qu'on parle de réforme de l'école, très souvent les politiques se trompent, parce que si on reforme l'école, c'est reformer la skolé, la capacité d'attention, et c'est pas seulement reformer l'institution entre ces quatre murs. Et on voit bien que très souvent, faut se poser la question si dans ces espaces, on n'est pas plutôt dans des logiques de stultitia que réellement d'écriture de soi. Et c'est une question que je me pose moi-même. Des fois, sur les réseaux sociaux, je dois être plus proche de la stultitia, mais en tout cas, il y a bien cet enjeu-là. Retour à Umberto Eco. Et là, je vais finir plutôt sur des citations du pendule de Foucault. C'est pour vous dire que, quand même, Eco avait déjà traité cette question-là, mais il fallait la comprendre. Mais vous voyez que là, c'est pas stultitia ou imbécile, mais c'est la stupidité. Je croyais que la stupidité créait de l'énigme.
C'était un peu ça. Tout le pendule de Foucault, en tout cas le travail du narrateur, c'est qu'il participe à un complot, et on voit bien qu'il y a une espèce de mélange, contradiction, énigme et stupidité, et là c'est plutôt à la fin du roman où on commence à prendre conscience de qu'est-ce qui a été le moteur finalement de cet imaginaire complotiste. Et dans la description, vous voyez cette agitation de l'esprit, alors on la voit différente maintenant sur les réseaux sociaux, ça marche assez bien, mais chez Umberto Eco, ce qu'il nous montre, c'est que toute la bande de copains qui fabriquent le complot collecte de l'information. Il y a des compétences informationnelles, indéniablement, mais si ce n'est que derrière, ils vont essayer de trouver des connexions un peu partout sur ce qu'ils vont se trouver. Ce sont des choses qui sont assez classiques aussi en compétences informationnelles. On parle d'état de veille. Lorsque vous faites de la recherche sur un sujet précis, vous mettez en état de veille et dès qu'il y a une information qui vous intéresse, vous la repérez et vous la collectez. Là, c'est exactement la même chose chez nos protagonistes du pendule de Foucault, mais eux, c'est derrière que ça puisse alimenter leur imaginaire complotiste. Donc, le côté agitation de l'esprit, on le voit bien que ça produit. C'est aussi un des défauts du web et de la pensée hypertextuelle, hein, même si je suis un grand défenseur de la pensée hypertextuelle. On voit bien qu'il se forment des logiques de court-circuit, très souvent. On associe des choses qui n'ont pas forcément de lien entre elles. Le web fonctionne beaucoup comme ça, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de liens, mais qui ne sont pas toujours qualifiés sémantiquement. On n'a pas réellement réussi à produire un web sémantique, en tout cas c'est plus un web de données avec des collections faites. Et ce que nous montre Foucault, en tout cas sur le personnage de base et sa bande d'amis, c'est qu'en fait ils font tout un travail d'association indu, mais c'est après coup qu'ils s'en aperçoivent. Mais en fait, ce sont des logiques de court-circuit. Et ce que disent certains travaux, notamment de Bernard Stiegler, c'est que plus ça va, plus on est dans des espaces où l'attention est captée, justement pour produire des court-circuits, où généralement on n'a pas trop le temps de réfléchir, et on va plutôt servir les intérêts, en tout cas de ces plateformes qui veulent qu'on reste le plus longtemps dessus. Et puis l'explication du complot, c'est là. Effectivement, derrière, là où sur une compétence informationnelle, on va essayer de procéder jusqu'au bout de manière rationnelle, là, on a une espèce d'entonnoir qui fait qu'il faut que tout ça prenne un sens. Il y a une sorte de sens ultime qui explique tout. Et ça, à nouveau, c'est encore très bien expliqué dans Umberto Eco. Et en plus, c'est vrai que c'est terrible parce que ça marche tout le temps. Une fois que vous avez rentré dedans, la moindre information, vous pouvez la collecter et on se retrouve à monter des Pizzagate. Et là, l'exemple du Pizzagate, j'ai retrouvé exactement les mêmes démarches qu'expliquait Umberto Eco. On retrouve derrière des logiques de pensée critique contre les médias et la pensée dite dominante. Alors, sur la question du complot, quand j'avais écrit dessus il y a une dizaine d'années, j'avais signalé quelques médias comme potentiellement conspirationnistes. Je m'étais dit après, j'étais un petit peu peut-être extrême, et finalement, en les revoyant maintenant, je pense que j'avais pas tout à fait tort. Mais ça concerne aujourd'hui une pensée qui est assez proche des milieux extrémistes, de droite comme de gauche. C'est des logiques assez conspirationnistes qui reviennent assez souvent. À nouveau, une nouvelle citation d'Umberto Eco, c'est l'improbable. Mais c'est qu'au final, on a envie de croire à l'improbable. L'explication rationnelle, il faut être honnête, il y a moins de storytelling, ça nous enflamme moins. Et l'improbable, c'est ce qui marche le mieux. Parce qu'on a aussi des cultures qui cultivent un petit peu cette logique du mystère, de cette logique du caché, et puis on a envie d'imaginer qu'il y a des choses invraisemblables par rapport à des logiques rationnelles qui sont parfois malheureusement décevantes. Et puis c'est vrai qu'Alexandre citait Camus hier, mais on voit bien, cette tension, elle est là. Allez, pour conclure là-dessus, plusieurs pistes. Ce que je pourrais faire comme avant, c'est plutôt passer là-dessus. C'est que je m'étais amusé en 2008 à essayer de distinguer les capacités et compétences informationnelles un peu classiques avec les capacités informationnelles et théoriciens du complot.
Et ce qui explique pourquoi je m'étais emparé de l'objet pour savoir si on pouvait en faire un objet d'enseignement. La réponse est oui, mais à condition qu'on parle plutôt d'évaluation de l'information, c'est-à-dire qu'on essaye de chercher à apprendre c'est quoi une bonne information, et pas seulement à dire il faut éviter d'aller sur tel ou tel site. Mais on voit bien qu'en matière de compétences, il y a des choses qui sont assez proches. Vous voyez, veille informationnelle, plutôt une sorte de veille paranoïaque. La citation d'Umberto Eco, c'était celle-là. On n'est pas dans une recherche d'information classique. On est plutôt dans une sorte de quête. Donc la figure un peu de l'initié qui va réussir à trouver l'information, qui sait l'information lui et les autres, parce que lui, il est presque investi d'une mission. C'est presque Fox Mulder. Sur la critique, sur le doute, on a des choses qui sont assez similaires. Si ce n'est qu'à la fin, on va passer d'un doute à une méfiance, à un rejet, assez classique. En matière de méthode de réflexion, une sorte d'entonnoir qui va se retrouver plutôt sur les compétences des conspirationnistes. Sur le type d'information recherchée, là aussi, il y a un distinguo assez fort, c'est-à-dire qu'on va plutôt travailler sur des sources, sur la hiérarchie des sources en information literacy, tandis que du côté du conspirationnisme, on va aller chercher de l'information qui n'est pas disponible, l'information noire, occulte ou occultée. Reste à savoir d'ailleurs où se positionne parfois la question des leaks là-dessus. Et peut-être une dimension importante, c'est qu'on ne cherche pas nécessairement réellement à savoir la vérité ultime. C'est plutôt qu'on cherche à savoir qui sont ceux qui tireraient les ficelles. C'est-à-dire qu'on va essayer de chercher un côté secret, on va essayer de désigner une victime, assez souvent. Et là, retour encore à Umberto Eco au Nom de la Rose, vous avez une opposition entre deux personnages dans le Nom de la Rose, Guillaume de Baskerville, qui mène l'enquête de manière très rationnelle, qui serait plutôt du côté de l'information literacy, et Bernard Guy, qui va, lui, pas chercher réellement à mener l'enquête sur les meurtres dans l'abbaye, mais qui va plutôt chercher à traquer les hérétiques, et il va considérer que les hérétiques sont nécessairement les coupables. Et on a deux manières de faire, qui sont évidemment différentes. Ce que j'appelle parfois aussi l'opposition entre indexation des connaissances et indexation des existences. Voilà, et puis en synthèse, effectivement, on a des produits assez classiques, et en produits finaux, c'est peut-être plus facile pour le coup que les synergologues, là, mais on a plutôt un opuscule qui va dévoiler le sens caché, et très souvent, en tout cas, ceux qui imaginent qu'il y a des complots sont les plus gros comploteurs. Grand classique dans l'histoire, en tout cas pour l'histoire de l'extrême droite française qui imaginait plein de complots judéo-maçonniques, c'est eux qui inventaient un Grand Orient, et ça finit par se retrouver retranché à Fort-Chabrol. Donc l'expression Fort-Chabrol, c'est à cause de ça, hein, c'est parce qu'un des leaders de l'extrême droite française s'est retrouvé retranché suite à un délire conspirationniste. En conclusion, c'est plutôt des pistes. Voilà, c'est la question de qui va évaluer au final les informations. On sait bien qu'aujourd'hui, cette question revient à l'usager lui-même au quotidien. De plus en plus, parce qu'on ne peut pas avoir d'outils ou de documentalistes bibliothécaires qui vont totalement indexer le web. On a imaginé des annuaires. Les annuaires, aujourd'hui, n'existent plus. Néanmoins, je suis persuadé que ça va revenir sous une forme ou une autre. Est-ce qu'il faut imaginer effectivement des formes type décodex? Alors, on parlait tout à l'heure de Facebook, mais c'est une forme très proche du décodex, qui est en fait un outil produit par le journal Le Monde, qui signale si telle ou telle ressource est potentiellement discutable, on va dire. Le décodex avait créé une certaine polémique, parce qu'évidemment, les journalistes du Monde qui avaient créé, c'est un index qui crée un index des bons et des mauvais sites. Donc la question s'était dit, mais est-ce qu'ils peuvent s'arroger ce droit-là? Et ensuite, ils avaient classé Le Monde en bonne ressource, ce qui posait évidemment tout un tas de soucis. Néanmoins, c'est un outil extrêmement utile. Mais aujourd'hui, sur le décodex, on s'est posé la question, est-ce qu'il y a moyen d'associer d'autres personnes que les journalistes du Monde? Est-ce qu'on peut associer des bibliothécaires? Est-ce qu'on peut associer des acteurs de Wikipédia? Mais on voit bien qu'il y a cette question-là, c'est qui évalue, et si on peut prévoir des médiations de l'information qui puissent aider l'usager au quotidien. Est-ce qu'il faut développer de nouveaux outils type signets sociaux, type Delicious, type Diigo, où il y a déjà des formes de sélection d'informations, où il y a parfois de l'indexation par tag, où il y a parfois des résumés? Et si on peut prévoir de nouvelles formes qui permettraient de davantage valider l'information
et finalement qui nous mixerait un petit peu les filtres techniques et sociaux avec un peu une logique éducative. Est-ce qu'on peut imaginer ça avec les nouveaux systèmes type blockchain où on peut faire de la validation de contenu? Ça fait partie de toutes ces pistes sur lesquelles on va devoir se pencher, en tout cas dans les années qui viennent. Mais effectivement, la question derrière, c'est toujours est-ce qu'il faut un index des bonnes et des mauvaises informations? Qui peut évaluer l'information? Qui a la légitimité pour le faire? Néanmoins, si on produit un index, ça doit rester qu'un indicateur et ça ne peut pas rester un instrument de mise au banc, j'ai envie de dire. Et donc la question éducative, effectivement, doit être étroitement associée à cette question-là. Mais ça va reposer en tout cas la question de la médiation humaine en ce qui concerne l'information, sachant que là aussi, vous avez beaucoup de travaux à l'heure actuelle d'intelligence artificielle qui prétendent qu'on pourrait résoudre en tout cas le problème de la désinformation par intelligence artificielle. Deux critiques. La première, c'est que la plupart du temps, de toute façon, l'intelligence artificielle va fonctionner sur des données traitées par un groupe d'humains, donc elle n'est pas totalement artificielle. Deuxièmement, on sait dorénavant avec un peu d'expérience que tous nos systèmes d'intelligence artificielle ou de bots peuvent être aussi cons que les êtres humains. Et aujourd'hui, rien n'empêche d'imaginer que des bots puissent créer assez facilement de la fausse information aussi. Et je ne suis pas certain, en tout cas, que des robots soient capables d'évaluer nécessairement l'information. Donc c'est plus compliqué que ça. Et en tout cas, le côté de se dire qu'on aura une intelligence artificielle plus rationnelle que l'homme, j'en suis pas persuadé. Donc la solution restera, en tout cas en partie, humaine, toujours sur un mix, à mon sens, des différents fils techniques, sociaux, éducatifs et législatifs. L'enjeu, effectivement, est de trouver le bon équilibre pour tout cela. Et j'ai terminé dans les temps. Merci.